Hello and welcome to our webinar series. Bonjour et bienvenue à notre série de webinaires Prochaines étapes en réponse à la COVID-19 dans les établissements de soins de longue durée. Je suis Andrea Pichet, responsable de programme principal chez ESC. Mes pronoms sont elle et elle et je suis heureuse d'être votre hôte aujourd'hui. J'aimerais commencer par souligner que nous nous réunissons sur des terres habitées par des peuples autochtones depuis le début. En particulier, que nous reconnaissons que nous diffusons ce webinaire à partir d'Ottawa, qui est le territoire traditionnel et non cédé de la nation algonquine. Nous reconnaissons et apprécions profondément leur lien historique avec cet endroit et l'occasion de nous réunir ici aujourd'hui. Nous sommes heureux d'offrir l'interprétation simultanée vers le français pour cette séance. Si vous souhaitez entendre la voix de l'interprète, veuillez sélectionner Français dans le menu d'interprétation au bas de votre écran. Nous vous invitons à partager vos questions et commentaires à tout moment en utilisant notre boîte de discussion au clavardage en anglais ou en français et nous vous encourageons tous à rejoindre ou répondre plutôt aux commentaires des autres et à répondre aux questions dans le clavardage aussi. Nous vous efforcerons de relayer autant de questions que possible à nos conférenciers lors de la session de questions-réponses à la fin du webinaire. Si vous avez besoin d'assistance à tout moment au cours de ce webinaire, vous pouvez contacter le support technique à l'aide de la fonction clavardage. Cette séance est enregistrée et sera disponible sur notre site Web dans les prochains jours pour peut-être réviser tout ça ou partager ça avec des collègues qui l'ont manqué. Enfin, nous sommes heureux d'annoncer que la prochaine phase du programme d'ESC visant à soutenir les soins de longue durée est lancée. Le processus de demande pour repenser les SLD plutôt, est ouverte et vous pouvez en apprendre davantage et postuler sur le site web de SC. Aujourd'hui, nous sommes heureux d'accueillir Anne McLaren et Malke Hasselberg pour discuter des moyens de renforcer les capacités en matière de sécurité des patients en partenariat avec le personnel, les patients, les résidents et les partenaires en soins. Anne McLaren, donc responsable principale de programme pour SC, elle est responsable de l'avancement de la sécurité des patients en soutenant les partenariats nationaux et régionaux et en coordonnant des initiatives telles que Canada Safer Healthcare Now et la présence de la sécurité. Anne est titulaire d'une maîtrise en sciences infirmières de l'Université d'Alhousie et possède 20 ans d'expérience en sécurité et en amélioration des soins de santé. Parmi les faits saillants de sa carrière, mentionnons la gestion de soins de santé plus sécuritaires au Canada maintenant et les campagnes d'hygiène des mains, ainsi que la planification et la mise en œuvre des projets de mesure de la surveillance de la sécurité au Canada, de démonstration et d'amélioration de la sécurité. Micah est donc patiente partenaire et de patient pour la sécurité des patients au Canada depuis 2016. S'appuyant sur des expériences personnelles au sein du système de santé et en tant que patiente partenaire bénévole, elle est d'avis que le partenariat avec les patients peut se traduire par des soins plus sécuritaires et de meilleurs résultats pour la santé. Dans ses rôles de patiente partenaire, Micah s'appuie activement sur son expérience professionnelle en tant que chef de file dans les secteurs de la santé bénévole et de la recherche en santé et en tant que consultante principale en élaboration, gouvernance et planification de politique organisationnelle ainsi que publique. Anne, je vous cède la parole. Merci pour cette présentation. Comme Andrea l'a mentionné, je suis Anne McLaren et je suis partenaire principal et j'aimerais vous souhaiter la bienvenue et merci donc de participer à notre séance d'aujourd'hui. Je vous rejoins de l'île du Prince-Édouard, le territoire traditionnel et non cédé des Mi'kmaq et des Premières Nations. Dans le temps que nous aurons à consacrer l'un à l'autre ensemble, Mike et moi-même, nous allons vous présenter à cette question de la présence de la sécurité, l'approche de la sécurité au Canada dont nous faisons la promotion chez ESC. Cette approche nous lance un défi de nous pencher sur la sécurité et d'avoir une perspective plus large, plus holistique et qui comprend la voix et les perspectives du personnel, des résidents, des patients et des partenaires en soins. Grâce au partage de certaines histoires et grâce au fait de puiser aux différentes anecdotes et histoires, on espère améliorer, rehausser votre compréhension de la situation. Nous voudrions que cette présentation soit éducative, mais aussi interactive. Nous savons que la fondation de la sécurité demeure dans le domaine de la curiosité, le questionnement, la réflexion et la remise en question. Alors, gardez cela à l'esprit lorsque vous écoutez la présentation. On espère que vous prendrez le temps de réfléchir au contenu présenté, poser des questions et si vous êtes à l'aise de le faire, contribuer à la conversation afin de partager vos propres expériences et vos propres réflexions. La fonction clavardage est ouverte. Andrea va aider à gérer tout ça et nous aurons l'occasion de passer à la période de questions-réponses vers la fin de la présentation officielle. Alors, pour lancer la présentation d'aujourd'hui, comme on le fait souvent dans ce domaine, nous voulons vous faire part de la voix de nos patients, de nos résidents et des partenaires en soins. Ce sont ces voix et leurs expériences
qui sont la force motrice sous-jacente à notre mission qui encourage le soin plus sécuritaire. On va lancer la vidéo. Je sais qu'il y a des préjudices vis-à-vis des patients tous les jours. Mon fils fait partie de ceux qui ont subi ces préjudices. Il en est mort. En l'espace de quelques années, j'ai perdu 7 membres de ma famille. À titre personnel, j'ai eu un incident de préjudice. Mon fils est décédé à l'hôpital suite à une chirurgie. Il était un garçon de 15 ans en pleine santé et voilà, il y a eu une impossibilité de le sauver à l'hôpital. J'ai subi une chirurgie. Je me suis réveillée quand le chirurgien a demandé le scalpel. J'étais paralysée et je suis demeurée paralysée, mais pleinement consciente pour le reste de la chirurgie. Comme vous venez de l'entendre à travers cette courte vidéo, le pouvoir de la voix des patients est indéniable. Ceux parmi nous qui travaillons dans le monde de la sécurité et l'amélioration de cette sécurité dans les soins, euh, évidemment, faisons la promotion de l'inclusion de la voix des patients, des résidents et le personnel. Pendant 20 ans, le travail que nous avons fait au Canada dans le domaine de la sécurité aux patients, nous l'avons fait en partenariat avec les patients, les résidents et les partenaires essentiels en soins. Prochain cliché. Alors, notre périple commence avec justement en savoir un peu plus sur les préjudices involontaires pour les patients et l'ampleur du problème. On parle d'absence d'accidents et d'incidents, n'est-ce pas? Quand on parle de sécurité, avec cette notion à l'esprit, il est logique que la majorité de nos efforts depuis les 20 dernières années se sont concentrés sur la mesure et la prévention de préjudices involontaires. Sur le plan général, nous avons investi ou déployé beaucoup d'efforts pour voir quelle est la quantité de préjudice qui a lieu. CAI nous indique que 1 sur 17 séjours implique un événement avec préjudice. Le rapport de recherche sécurité à la maison, qui a été émis en 2013, dit que 10 à 13 des clients donc, à la maison, ont subi un effet indésirable plutôt, et ce, chaque année. Donc, le rapport canadien des événements indésirables indique qu'un pourcentage quand même élevé de toutes les hospitalisations au Canada a donc connu un événement indésirable qui ont fait subir un préjudice aux patients. Prochain cliché. Et encore, d'après un autre rapport analytique, on parle d'événements qu'on peut prévenir à chaque 1 minute et 18 secondes. Et donc, au cours des 30 prochaines années, on s'attend à ce que un de ces événements se produise au Canada presque toutes les minutes. Est-ce qu'un décès résulte presque toutes les 13 minutes? Alors, nos leaders, le personnel et les partenaires en soins, ainsi que les patients, doivent agir et faire quelque chose. Regardons un peu quelles sont les stratégies pour prévenir tout cela. Je suis sûre que tout cela va vous être familier. À quelle fréquence avons-nous tenté de régler un problème en ajoutant davantage de politique, de lignes directrices? On passe au prochain cliché et de listes de vérification de toutes sortes. Prochain cliché. En plus de tout cela, on y ajoute d'autres couches, des initiatives après initiatives, à ce point où la sécurité est un océan sans perte de vue de projets multiples. Prochain cliché. Ensuite, il y a la stratégie de l'assurance, c'est-à-dire de rassurer nos patients, nos résidents, le personnel et les leaders que les soins sont sécuritaires et de trouver des moyens d'expliquer ou d'essuyer du revers de la main les problèmes ou les incidents. Prochain cliché. Une autre stratégie dont on fait la promotion et qui est à la hausse, je dirais, tout récemment, c'est la chaîne de pointer du doigt et de honte, n'est-ce pas? La blâme et la honte. De pointer le doigt à un individu au lieu de regarder quels sont les écueils du système dans lequel un individu se trouve à travailler. Plusieurs des initiatives et stratégies dont j'ai parlé sur les clichés précédents sont des éléments importants dans la prestation des soins de santé. À eux seuls, ils ne suffisent pas pour faire changer les choses dans le domaine de la sécurité. Malgré 20 ans de dur travail, il est triste d'avoir à dire que nous n'avons pas vraiment beaucoup avancé dans le domaine de la sécurité patient. Le taux de préjudice
est demeuré inchangé. Nous apprenons que notre approche d'amont en aval est déséquilibrée et n'a pas été couronnée de succès pour ce qui est d'atteindre la sécurité. Notre histoire nous enseigne qu'il nous faut faire les choses autrement. Prochain cliché. On apprend que l'absence de préjudice ne suppose pas la présence de la sécurité, n'est-ce pas? Et que de mesurer les échecs du passé ne sont pas les meilleures façons de prévoir la sécurité d'aujourd'hui ou la sécurité à l'avenir, encore moins. Prochain cliché. Certains parmi vous ont peut-être lu nos supercarnets qui disent sommes-nous en sécurité ou avons-nous tout simplement de la chance? Prenons quelques instants pour réfléchir à cette question. Les mesures de préjudice sont-elles un indicateur de la sécurité de vos soins ou de la chance que vous avez eue? Pensez à un moment où vous avez vérifié sur la chance en l'absence de la sécurité. Lorsque j'entends poser cette question, ça me rappelle un incident qui est arrivé lors de ma carrière d'infirmière. Je travaillais un quart de journée et on m'a envoyé dans une unité que je ne connaissais pas. Et ça, de toute façon, il y a la question de la sécurité se pose d'abord et avant tout. Lorsque je suis arrivée dans l'unité, j'ai commencé mon quart de service comme je le commencerais pour n'importe quel quart de service en écoutant le rapport des changements de tour de service. Bon, et à mi-chemin, j'ai entendu parler d'un bébé de 2 semaines qui avait été admis durant la nuit pour l'observation pour des problèmes de respiration, donc un pouls irrégulier. Quiconque qui connaît ces rapports de changement de quart de service tels qu'ils existaient il y a quelques années, vous savez que c'est chose commune d'écouter le rapport sur tous les patients avant de commencer vos rondes. Mais dans ce cas-là, tandis que j'étais en train de lire le rapport sur ce bébé, je me sentais interpellée d'arrêter d'écouter et d'aller observer le bébé. Et lorsque je l'ai fait, j'étais choquée et horrifiée de trouver un bébé qui était bleu et qui ne respirait plus. Je suis intervenue et heureusement, le bébé s'en est remis très rapidement. J'avais ce bébé dans mes bras que je berçais et tandis que les autres membres du personnel sont entrés, immédiatement, j'ai commencé à mener une enquête à savoir pourquoi le moniteur du bébé, qui était bien en deçà de la norme, n'a pas déclenché une alarme. La réponse que j'ai reçue me rend triste même aujourd'hui encore, toutes ces années plus tard. On m'a dit que c'était chose commune au sein de cette unité d'éteindre toutes les alarmes la nuit. Donc, ils ne voulaient pas perturber le sommeil des parents et des enfants. Alors, finalement, l'enfant s'en est bien tiré, mais ce n'était que par pure chance qu'il s'en soit tiré. La culture de cette unité n'était pas de penser à la sécurité avant toute chose. Cet événement a déclenché mon départ de ce type de soins infirmiers. Ma crainte de faire du mal aux patients et ce genre de désespoir que cela s'est suscité, de savoir que je travaillais dans un milieu où la sécurité n'était pas la chose la plus importante, m'a fait chercher un nouveau modèle de carrière. Alors, je repense à cette carrière dans le domaine infirmier et suite aux conversations avec d'autres personnes qui travaillent dans le milieu, je sais qu'il y a beaucoup d'histoires comme la mienne. Alors, j'aimerais que vous réfléchissiez à une expérience semblable où vous avez eu à vous fier sur la chance et non pas la sécurité. Et dans l'esprit de cette semaine nationale de la santé et la sécurité des patients, je vous encourage à partager votre expérience qui, en fait, a plus à voir avec la chance que la sécurité, ou bien avec un ami ou un collègue que vous appréciez beaucoup. Prochain cliché. J'espère que ma présentation et que mon histoire vous a convaincu qu'une approche focalisée sur les préjudices a été jusqu'ici beaucoup trop étroite et il nous faut adopter une approche beaucoup plus large vis-à-vis de la sécurité. Prochain cliché. Chez ESC, on se réfère à cette approche plus large comme étant la présence de la sécurité. Le travail que nous faisons sur la présence de la sécurité est basé sur justement le fameux cadre de mesure et de surveillance de la sécurité de 3 collègues de National Health Services au Royaume-Uni. Donc, ce fameux cadre de mesure donc, comprend 5 dimensions.
le préjudice passé, la fiabilité, la sensibilité au déroulement des activités, anticipation et l'état de la préparation, ainsi que l'intégration et l'apprentissage. Vous verrez que chacun de ces 5 volets a une question qui y est associée, qui nous aide à souligner la valeur et l'importance de la gestion et de poser des questions lorsqu'on parle de gestion de la sécurité. Micah ira davantage dans les détails dans chacun de ces volets plus tard dans sa présentation, mais pour l'heure, je voulais partager avec vous quelques apprentissages clés. Notre travail au fil des dernières années a été un séjour, un périple de mieux comprendre ce que nous offre ce cadre pour nous aider à réaliser notre mission, c'est-à-dire un soin davantage sécuritaire. On parle de planification et un projet de démonstration de 12 mois et plus tard, une séance de collaboration de 18 mois qui nous offre le privilège de travailler aux côtés d'autres groupes à travers le Canada. Prochain cliché. Grâce au travail que nous avons fait avec ces équipes, nous savons que nous vous pouvons apporter un certain équilibre. Nous avons découvert que l'avancement de la sécurité doit être un équilibre entre la prévention des préjudices et offrir la sécurité. Par exemple, avoir de la curiosité, poser des questions et avoir des conversations sur la sécurité au quotidien. Ainsi, vous pouvez rééquilibrer le besoin de l'assurance et de l'imputabilité. On peut placer une certaine valeur sur tous les renseignements que vous avez glanés grâce à l'écoute, l'observation et la mise à exécution. On peut se déplacer de penser à la sécurité comme étant un projet et pourtant y penser comme étant une façon de penser, d'agir et de réagir. On peut changer la façon de penser à la sécurité. On peut partager la responsabilité de la sécurité avec tout le monde qui travaille et tout le monde qui reçoit des soins. Et finalement, on peut aussi s'écarter de notre approche de rétroviseur vers plutôt quelque chose qui est proactif, prédictif et inclusif de la voix du résident et des patients. Prochain cliché. Bon, pour continuer avec cette idée de créer un genre d'équilibre avec la prévention et la sécurité. Pensez à la sécurité non pas comme étant un processus circulaire qui commence avec le préjudice et qui va jusqu'à la fiabilité, etc., mais plutôt imaginez que la sécurité est comme une corde composée de 5 fils, comme cette image l'illustre. On a rassemblé les 5 fils, si on veut, de la corde pour créer une corde beaucoup plus solide. Et lorsqu'on, justement, on tisse ensemble les 5 dimensions, on a un système beaucoup plus solide et beaucoup plus sécuritaire. Donc, prochain cliché. Nous avons appris beaucoup de choses suite au travail que nous avons fait avec nos équipes canadiennes, avec la mise en œuvre de cette approche. Et j'aimerais pouvoir y aller plus en profondeur sur ces apprentissages, mais malheureusement, nous ne disposons pas de suffisamment de temps. Mais pour le reste de la présentation, nous allons nous concentrer sur un des apprentissages les plus percutants qui découlent des apprentissages de cette nouvelle approche. Et ce serait le point numéro 4, la valeur et l'importance de la contribution des patients, des résidents et des partenaires de soins à la création de la sécurité. Prochain cliché. Dans nos efforts à développer les capacités en sécurité des patients en partenariat avec les patients, 3 leçons clés ont vu le jour. Les patients, les résidents et les partenaires de soins sont un moyen de défense essentiel, mais trop souvent sous-utilisé pour prévenir les préjudices. Pour profiter de la connaissance des résidents et des autres dans notre capacité à prévenir les préjudices, il est nécessaire que les prestataires de soins de santé aient des conversations sur la sécurité des patients avec eux. Mais nous avons appris que les prestataires de soins en santé ont de la difficulté à parler aux résidents et aux membres de leur famille sur la question de la sécurité des patients. Et la dernière chose que nous avons appris, c'est que lorsque les prestataires de soins de santé et les patients ont des conversations avec les résidents, ils ont découvert que leur perspective était bien souvent différente de celle des autres, dont les résidents. Et je vais céder maintenant la parole à Micah qui va partager d'autres apprentissages qui découlent d'un projet de recherche tout récent qui explore la question de la sécurité, ces 5 domaines en particulier, du point de vue
des résidents et des prestataires de services de soins. Alors, Michael, la parole est à vous. Merci. Bonjour tout le monde. De Kitchener en Ontario, sur les territoires de Wanderon, Anishinaabeg et Haudenosaunee, les peuples de ces différentes euh, tribus. Alors voilà, prochain cliché. Ce que nous avons appris suite à à ces équipes qui travaillent sur ce cadre, a suscité beaucoup d'intérêt et de mieux comprendre la sécurité à travers la perspective des patients et les prestataires de soins, ce qui a mené au fait de ESC, donc mandate un projet de recherche à vos soins sont-ils sécurité? Mesures et surveillance de la sécurité du point de vue des patients et de leurs soignants. Grâce à des interviews, des groupes de discussion, et un café mondial avec les familles de ces prestataires de soins, on tente de répondre à la question, vos soins sont-ils sécuritaires et à quel point? Prochain cliché. Cela a été tout un privilège d'avoir été impliqué comme partenaire patient ou patient partenaire dans le cadre de ce contexte. Je vais vous offrir quelques détails sur chacune des dimensions et partager des histoires pour illustrer les différentes dimensions du point de vue du patient et du prestataire de soins. Et les différences, comme Anne l'a déjà dit, est quand même assez grande. Les perceptions de la sécurité sont aussi très différentes. Si vous écoutez ce que racontent les patients et les prestataires de soins, eh bien, je vous demande également de réfléchir à la dimension de la sécurité à travers leur voix, leur perspective. Parfois, la dimension de la sécurité est très apparente et parfois moins. Ce que nous espérons, c'est qu'à travers cette recherche, les prestataires de soins en viendront à mieux comprendre et mieux apprécier les perspectives des patients et leur contribution à l'aspect de la sécurité. Prochain cliché, s'il vous plaît. Alors, ce que les patients et les partenaires de soins nous ont dit sur la sécurité. Parmi ce qu'ils nous ont dit grâce à cette étude, c'est que je ne me sentais pas en sécurité parce que je ne me sentais pas, je n'avais pas subi de préjudice, je n'avais pas l'impression que je pouvais bien exprimer mes émotions. La sécurité est basée sur les faits et les sentiments. Prochain cliché. Alors, les préjudices du passé. Les soins du patient étaient-ils sécuritaires dans le passé? Les mesures de différents types de préjudices au fil du temps pour aider à évaluer si les soins étaient sûrs dans le passé et s'ils le deviennent de plus en plus. D'abord, regardons comment on traite la question de préjudice. Le plus souvent, on se concentre sur les soins étaient sécuritaires dans le passé ou pas, donc l'approche du rétroviseur, n'est-ce pas? Prochain cliché. Plus récemment, nous avons élargi notre perspective sur les préjudices, en grande partie grâce ou à cause de ce que les prestataires de soins et les patients nous ont indiqué. Au-delà des préjudices physiques, ils parlent de préjudices psychologiques, de préjudices lors de traitements excessifs ou de diagnostics tardifs ou inadéquats, par exemple. En faisant appel à la fonction clavardage, pouvez-vous partager quels sont les préjudices qui, selon vous, ont fait l'objet de la plus grande attention récemment et ceux qui, à l'heure actuelle, ne reçoivent aucune attention? Prenons quelques instants pour que vous puissiez justement faire cela dans votre fonction de clavardage, s'il vous plaît. Alors, je vais en lire certains tout haut. Alors, les chutes, les blessures, préjudices physiques, oui, reçoit beaucoup d'attention. Des erreurs aussi parfois, semblerait-il. Oui, alors des blessures physiques, préjudices physiques, surtraitement, c'est le moins, abus physique. Euh, euh, il y a eu aussi la question de manque d'attention de la part des hôpitaux. Bon, vous voyez déjà le sous-traitement, problème de risque de litige, préjudice lorsqu'il y a problème potentiel de litige, isolement. Continuez à partager ces exemples les uns avec les autres. Vous voyez déjà dans les commentaires que j'ai lus tout haut, qui proviennent du clavardage, que cela fait écho à ce que je viens de dire. Préjudice psychologique vient d'être ajouté. Passons donc au prochain cliché. Et concentrez-vous sur ce que les partenaires et les patients et les partenaires de soins nous disent au sujet des préjudices. Un mari est allé
à l'hôpital 2 fois avec des douleurs dans la poitrine. Elle a dit 2 fois, son enjeu cardiaque n'a pas été diagnostiqué. En réaction à son expression de préoccupation et de demande de réponse, on lui a dit, ce n'est pas votre cœur. Votre EKG va très bien, vous avez des brûlures tout simplement d'estomac. Et il s'est fait sentir mal, il avait honte d'être là parce qu'il s'est dit, mais d'autres ont besoin du soin plus que moi. Il a donc demandé et retourné une troisième fois. Et tout cela était très déshumanisant. Et pour la femme également, qui se faisait dire, oui, oui, tout va bien, vous êtes anxieux. Bon, évidemment, ce qui fait que les patients n'ont plus envie de se réexprimer. 3 jours après sa troisième visite, il est mort d'une crise cardiaque durant les vacances de famille. Bon, fin de la citation. Prochain cliché, la fiabilité. Nos systèmes et processus cliniques sont-ils fiables? Ça, c'est une autre dimension de sécurité du cadre qui demande si nos processus et nos systèmes cliniques sont fiables, d'évaluer si ou de mesurer la probabilité qu'une tâche, un processus, une intervention ou un plan d'intervention soit exécuté ou suivi comme prévu. Les patients et les prestataires de soins ont une perception de ce que tout cela veut dire à leurs yeux. Prochain cliché. Une des personnes que nous avons interviewées, c'était la mère d'un jeune fils adulte avec un problème récurrent sérieux de santé. Elle nous a dit, et je cite, j'ai bien dit à l'équipe de soins à quel point il est calmant pour Ben d'écouter de la musique. Et je leur ai demandé de chantonner ou de chanter quand ils entrent dans la salle ou pendant la procédure pour l'aider pendant le traitement. Ils l'ont écrit sur le tableau blanc d'ailleurs. Et le personnel a en fait chanté pendant toutes les procédures et à chaque fois qu'ils lui ont donné des piqûres ou quoi que ce soit, toute l'équipe a chanté. Et aussi, ils ont fait la même chose lorsqu'ils ont enlevé le ventilateur. Ils ont fait ça parce que moi, sa mère, leur ont dit que cette intervention thérapeutique était importante pour Ben. S'il ne l'avait pas fait, ça aurait été très préjudiciable. Le fait qu'il l'ait fait de façon cohérente et uniforme était très, très positif pour Ben ainsi que pour moi-même. Fin de la citation. Un commentaire sur cette histoire. Et la question de la fiabilité n'est peut-être pas évidente, n'est-ce pas? Surtout que les choses sont perçues de façon différente du point de vue des cliniciens. Beaucoup des patients, et quelqu'un l'a dit dans le clavardage, de se sentir sécuritaire en termes psychologiques, c'est important. Et d'avoir un personnel qui, de façon cohérente, performe des interventions qui appuient la sécurité psychologique est en fait très importante. Le personnel, justement, dans ces processus, est associé à la fiabilité. Et pour regarder, même pour la mère de la patiente, l'impact positif était incommensurable. Il s'agissait d'une mesure pour calmer l'enfant, de bien encadrer du point de vue psychologique, mais aussi cela mène quand même à un bien-être physique. Cet exemple nous mène à la prochaine possibilité, la sensibilité au déroulement des activités. Alors, nos soins sont-ils sécurité en ce moment? Cela nécessite de l'écoute, le regard, la perception et agir en fonction des renseignements glanés. Prochain cliché. Alors, ce que les patients et les partenaires de soins nous ont dit sur la sensibilité au déroulement plutôt des activités. Alors, d'une fille de patient, nous avons entendu ceci. L'impuissance du personnel m'a frappé. Ils avaient l'impression qu'ils n'avaient aucune autorité. Ils ne voulaient pas dépasser la décision de quelqu'un d'autre, même si c'était la vie et la sécurité de ma mère qui était en jeu. Une infirmière autorisée m'a donné un petit papier avec les renseignements vitaux sur la mère sur papier. Elle a dit, je ne sais pas si je devrais le faire. Elle avait peur de franchir une limite. Et malgré comment ils ont fonctionné avec cette patiente et n'ont pas tenu compte de la sécurité d'abord, cette infirmière autorisée a trouvé un moyen d'écouter et de réagir à mes préoccupations et mes craintes. Fin de la citation. Prochain cliché. Anticipation et préparation. Nos soins seront-ils sécuritaires à l'avenir? Alors, voici la question, n'est-ce pas? Est-ce que ça va être le cas?
et il y a quelles sont les sources potentielles pour l'avenir et comment être davantage résilient. N'attendez pas à ce que les choses tournent mal avant d'essayer d'améliorer la sécurité. Sur cette image, Wayne Gretzky, bien entendu, n'est pas au mieux préparé. Bon, il ne porte pas son casque. Il aurait pu porter le LA Kings jersey. La fierté canadienne a pris le dessus sur cet exemple. Prochain cliché. Alors, ce que les patients et les partenaires de soins nous ont dit sur l'anticipation et la préparation. Un patient qui a subi un préjudice nous a dit ce qui suit, et je cite, probablement, j'approcherai les soins de santé avec ce même niveau de confiance que j'avais auparavant, mais maintenant, non. Ce n'est pas tout à fait du cynisme, mais en tout cas, un regard critique. Je regarde l'environnement et je jauge leur confort, leur fait d'être à l'aise, etc. Je prends des indices de l'environnement. J'ai fait mes devoirs et je suis prête à avoir des conversations à ce niveau. Je veux savoir à quel point ils sont prêts à partager des connaissances avec moi et prêts à aller un petit peu plus en profondeur. Prochain cliché. Intégration et apprentissage. Réagissons-nous et faisons-nous des améliorations. L'évolution des systèmes pour promouvoir un cycle d'apprentissage et échange à partir des incidents de sécurité, de multiples sources de renseignement de la sécurité et des connaissances acquises dans les autres domaines. Alors, cela nous mène à poser la question, sommes-nous en cours d'amélioration? Sommes-nous en train d'apprendre? Un système d'apprentissage est un système plus sécuritaire. Prochain cliché. Ce que les patients et les partenaires de soins nous ont dit sur l'intégration et l'apprentissage. La mère de jeunes enfants avec un historique de santé compliqué nous a dit, et je cite, « J'ai écrit ce que j'appelle une feuille d'une page pour les questions d'urgence, avec toutes les informations, sa date de naissance, son AGPAR, la description de choses qu'il aime bien ou comment il est normalement heureux, satisfait, content, énergétique, et aussi quelles sont ses capacités. » Je l'ai fait après sa première crise, parce que comment il s'est présenté au moment de sa crise est tellement différent de son état normal. Et on a donc demandé au médecin d'explorer davantage. Cela m'a enseigné de donner aux urgentologues des informations de base excellentes rapidement et de façon tout à fait factuelle. Ce bout de papier objectif indique voici qui est cette personne, à quoi elle ressemble et quelle est leur ligne de référence, entre guillemets. Cela a été très utile dans des visites aux urgences fréquentes et très apprécié de la part des médecins. On ne peut rien présumer à propos des patients basé sur comment ils se présentent dans le moment. Fin de la citation. Un autre commentaire sur cette histoire. La mère met à jour ce document du page. Elle garde tout cela courant. Elle s'en sert comme outil pour créer une sécurité pour elle-même et pour son fils comme étant un document vivant. Il comprend l'intégration, l'apprentissage glané de l'histoire de santé de son fils et des soins qu'il a reçus. Anne, je vous recède la parole. Merci, Maïka. On va passer au prochain cliché. Alors, j'imagine que vous avez déjà entendu que la Semaine nationale de la sécurité des patients 2022 sera lancée la semaine prochaine. Le thème, c'est lancer la discussion, la sécurité. Alors, le travail que nous avons fait, justement, en mettant en application le système de mesure de la sécurité, fait partie de cette idée. Nous savons que ces conversations sur la sécurité sont un des moyens où nous pouvons tous travailler ensemble pour créer la sécurité. Il s'agit d'une étape importante dans la construction d'une culture positive dans ce sens. Les prestataires de soins, les gestionnaires, les leaders, etc., doivent être en mesure de se parler ouvertement et honnêtement de toutes les influences et de leur capacité à livrer des soins sans préjudice sécuritaire. Les patients, les résidents et les partenaires essentiels dans le soin doivent être en mesure de se sentir en sécurité et de pouvoir s'exprimer sur leurs besoins quant à ce qui fait qu'ils se sentent en sécurité.
Nous en avons déjà appris beaucoup suite au travail que nous avons fait avec nos équipes et d'avoir adopté cette approche proactive. Et le souhait est que nous allons donc mettre à profit certaines de ces idées et ces innovations à vous grâce à cette Semaine nationale de la sécurité des patients 2022. Prochain cliché. Dans le peu de temps qui nous reste ensemble, c'est mon plaisir de partager avec vous un petit échantillon des innovations que ces équipes ont mises sur pied pour aider à renforcer les conversations sur la sécurité dans leurs organisations et dans leurs pratiques. Prochain cliché. La première stratégie que j'aimerais partager avec vous, eh bien, ce sont des genres de caucus sur la sécurité des patients. Je suis sûre que la plupart de vous sont familiers avec le concept de caucus sur la sécurité des patients. Mais ce que cette équipe a fait, c'est d'élargir ces caucus, si on veut, pour inclure leurs patients. Et ils l'ont fait en invitant les patients à partager ce que signifiait la sécurité à leurs yeux. Et dans le temps comme dans le temps, tout cela a éventuellement évolué et ils ont invité les patients d'offrir des tickets, des billets sur la sécurité qui étaient partagés durant les caucus. Si vous regardez l'écran, vous voyez St. Joseph's Improvement System, système d'amélioration de St. Joe's. À la gauche, il y a un carré qui dit carte de sécurité. C'était des billets, si on veut, des enjeux sur la sécurité, des préoccupations, que vous soyez personnel, infirmier, infirmière, professionnels alliés, vous travaillez pour des services environnementaux. Quiconque qui travaillait de façon interactive sur cette unité a eu l'occasion d'écrire un billet en temps réel et de le placer ici. Et durant les caucus, qui ont lieu 2 fois par semaine, ces sources de préoccupation sur la sécurité étaient traitées, abordées, discutées durant le caucus. Et dans le temps comme dans le temps, certains des patients de l'unité sont devenus de plus en plus à l'aise et ont envoyé leur propre billet qui allait être également discuté. On passe au prochain cliché. Le personnel dans cet établissement de soins avait de la difficulté à parler aux résidents sur la sécurité. Ils ont commencé une campagne d'affiches. Ils ont invité les résidents et les membres de leur famille à remplir des affiches. Qu'est-ce qui fait que vous vous sentez en sécurité? Ces affiches étaient affichées dans les salles des résidents et servaient de rappel au personnel pour savoir qu'est-ce qui faisait en sorte que le résident se sentait en sécurité. Aussi, ils ont aidé à stimuler des conversations entre les membres de personnel et les résidents et leurs familles. Prochain cliché. Alors, on a pris cette idée d'une équipe de Victoria General Hospital durant la Semaine nationale de la sécurité des patients en 2019. On demandait au personnel et aux visiteurs de remplir ou de continuer cette phrase. Donc, une phrase finissant par X blanc ou 3 petits points me procure un sentiment de sécurité. Et les commentaires ont été affichés au kiosque et apparaissent dans la présentation et dans l'entrée. Prochain cliché. Alors, il y a quelqu'un qui a tiré parti de cette idée, justement. Qu'est-ce qui vous donne un sentiment de sécurité et est allé plus loin, des soins aigus? Qu'est-ce qui ferait que vous vous senteriez encore plus en sécurité? Il donnerait davantage le sentiment de sécurité. Prochain cliché. Cette dernière stratégie que j'aimerais partager avec vous nous provient d'une équipe dans les soins longue durée. Quelqu'un qui a travaillé avec donc le personnel, les résidents et les partenaires de soins, un outil pour aider à faciliter les conversations sur la sécurité. Et ils ont connu à quel point il était difficile de partir ces conversations sur la sécurité. Alors, ils ont bâti des genres de chartes, si vous voulez. Vous voyez sur le cliché que l'outil qu'ils ont créé commence avec renforcement des relations et ensuite des questions de discussion plus profondes. Bon, une question que j'avais peur de poser est, je me sens en sécurité quand? Je me sentirai encore plus en sécurité si. Prochain cliché. Alors, faisant partie de la Semaine nationale de la sécurité des patients, on aimerait que vous lanciez ces conversations sur la sécurité au sein de vos propres organisations et vos propres pratiques. Une façon de vous y prendre, c'est de télécharger
l'affiche, qu'est-ce qui vous donne un sentiment de sécurité et invitez vos résidents, membres du personnel, etc., de formuler des commentaires dans la boîte et on va afficher le lien dans le clavardage à cette page, ce site. Ou si vous tapez l'adresse web safetyconversations.ca, cela va vous mener au site web ou la page site web de la Semaine nationale de la sécurité des patients. On va passer au prochain cliché. J'aimerais partager avec vous quelques-uns des détails sur un webinaire que nous allons animer le 25 octobre. Une discussion de panélistes où vous aurez l'occasion d'entendre parler d'un leader dans le domaine des soins de santé, un fournisseur et un partenaire essentiel qui ont fait partie de notre travail avec les équipes des soins de santé, l'approche de la sécurité avec une approche davantage holistique. Et grâce à ce webinaire, ils vont partager avec vous comment eux ont approché ces conversations sur la sécurité et comment ces conversations les ont aidés à améliorer la culture sur la sécurité là où ils travaillaient. Prochain cliché. Alors, voici la dernière occasion que j'aimerais partager avec vous, si vous me le permettez, qui s'appelle participer à notre série Agir pour les discussions sur la sécurité. Donc, c'est très collaboratif, n'est-ce pas? C'est un mini-projet collaboratif. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aider ces équipes qui sont inscrites de renforcer leur conversation sur la sécurité. Et grâce à cette série Agir, différentes équipes auront accès à une équipe de corps enseignants et d'autres coachs. Et à travers la série, nous allons livrer du contenu grâce à des webinaires. Et entre les webinaires, les équipes auront accès aux coachs qui vont vraiment les aider à renforcer et faire avancer les choses dans leur périple vers les conversations sur la sécurité. On travaille sur l'ouverture des inscriptions. Nous pensons que ça va être ouvert plus tard aujourd'hui ou demain, mais encore une fois, le lien se trouve sur ce cliché safetyconversations.ca et vous devriez être en mesure d'en savoir plus sur ces séries Agir et comment vous pouvez éventuellement vous inscrire. Prochain cliché. Voici mon indice pour arrêter. On ouvre la séance pour des questions, mais comme vous voyez, j'adore mon travail et on veut partager tout ce qu'on sait. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à visiter notre site web et chercher cette présence de sécurité, davantage de détails, de rapport de recherche et des liens pour d'autres ressources, toujours liées à la Semaine nationale pour la sécurité des patients 2022, par exemple. Sur ce, Andrea, je vais prendre une pause et on peut passer à la période de questions. Merci, Anne et Micah. Je vois du clavardage que cela a suscité beaucoup d'intérêt et il y a un intérêt de vraiment passer à l'acte. Il y a beaucoup de ressources qui ont déjà été partagées. Les gens peuvent commencer avec le site web safetyconversations.ca. C'est comme une façon de s'engager, de se faire une promesse, d'en apprendre plus, d'avoir accès à des outils, des éléments sur lesquels vous pouvez réfléchir pour savoir comment les actions, les gestes que vous posez peuvent transformer des choses déjà chez vous et quel est l'endroit où il serait le plus pertinent de poser un geste. Et aussi la série Agir dont Anne a parlé. Donc, Andrea a parlé plus tôt, alors c'est important. Vous n'êtes pas seul. On est là pour vous accompagner et tout est là. Ce qui mène à une des questions qui a été soumise par la fonction clavardage. Anne, il y a l'envie de partager, de parler. On veut que tout le monde soit à l'aise avec la possibilité de parler des outils, des affiches, on a tout ce qu'il faut. Mais comment briser la classe? Les gens n'ont pas encore ce sentiment qu'il est correct de s'exprimer librement. Et comment, justement, passer outre cette crainte, appelez ça de la crainte, on va appeler un chat, cette crainte. Oui, d'accord. Oui, mais on ne fait pas ça. Alors, comment s'y mettre d'un seul coup? Voilà, des petites idées sur comment peut-être briser la classe. C'est toujours un peu malaisant, comme on dit. Oui, c'est très commun. Lorsqu'on travaille avec nos équipes et
on leur a donné à nos équipes, bon, allez parler à vos résidents, allez parler à 5 résidents et parler à 5 collègues. C'était un des devoirs qu'on leur donnait suite à nos regroupements. Et lorsqu'on a fait le suivi, on a reconnu à quel point c'était difficile et on a entendu dire de la part des équipes que c'était difficile, c'était vraiment pas évident. Et c'était comme ouvrir une boîte de Pandore et que cela crée des problèmes qui allaient susciter de part et d'autre et que les gens n'allaient pas savoir comment dealer avec ça. Ce sont les genres de commentaires que nous avons entendus. Il n'y a pas une réponse unique et facile. Je pense qu'il faut créer un espace où le tout est sécuritaire du point de vue psychologique. Il est possible et cela ne se fait pas du jour au lendemain. Ça vient à travers des petites étapes. Et je dirais que certaines de ces courtes étapes, c'est de commencer la conversation, de poser la conversation, comme on l'a fait avec les affiches. Qu'est-ce qui fait que vous vous sentez en sécurité? Gardez ça léger et ouvert, transparent. Et voyez où la conversation vous mène. Des, des éléments de début de conversation qui venaient de nous, de nos établissements, qu'ils ont co-créés avec des partenaires, là, étaient bien utiles. Donc, bâtir un rapport et ensuite, tranquillement, mener vers une conversation sur la sécurité. Certains éléments dont on a entendu parler et qui ne fonctionnent pas, c'est les questions oui/non. Est-ce que vous vous sentez en sécurité? Vous n'allez pas recevoir une réponse qui a du sens. On va probablement juste vous dire oui. Alors, il faut trouver un moyen euh, qui rend les choses plus faciles pour les résidents et les partenaires en soins. Une autre stratégie utilisée par certains des établissements, ils ont construit ou intégré des questions aux évaluations mensuelles, par exemple, pour aider à la préparation, même aux familles. Ils ont envoyé l'information à l'avance pour que les familles en comprennent un peu plus sur ce qu'était la sécurité et qu'ils se penchaient sur la sécurité au-delà comme étant qu'un préjudice physique. Et durant ces conférences sur la sécurité, ils ont entamé ce dialogue sur ce qui était nécessaire pour se sentir en sécurité et qu'est-ce que ça prend pour vraiment aider un proche, etc., une personne qui donc profite de soins. Moi, c'est tout. Maïka, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Deux idées me viennent à l'esprit. Comme nous savons tous, le système de soins de santé subit des pressions très importantes. Et j'imagine, et en fait, je l'ai entendu dire de professionnels de la santé qui sont des amis, que ce temps d'avoir des conversations significatives, ce n'est pas évident. Et c'est là qu'au lieu de penser à créer la sécurité ou que la présence de la sécurité devrait être apposée comme une couche au-dessus d'un système qui est déjà sous pression. Et il est plutôt important de se concentrer sur le développement d'une sensibilité plus grande et la compréhension du rôle des patients et des partenaires en soins peuvent jouer dans tout cela. Et de forger des partenariats. Et je sais que ce n'est pas possible et réaliste pour tous les patients, pour une quantité d'excellentes raisons, mais je pense que si on commence avec ça pour comprendre à quel point tous les participants sont importants dans la création de la sécurité, je pense à certaines des histoires, ou j'espère que certaines des histoires vous ont illustré comment tout cela est quand même possible. Tout à fait, c'est sûr. Je vois deux différents fils arriver. J'aimerais qu'on y accorde un certain temps. Il y en a un qui est complémentaire à un commentaire mis de l'avant par Cheryl sur dépasser l'obstacle où peut-être que l'administration n'est pas prête à entendre de la rétroaction sur les erreurs du processus de soins et ne veut pas faire de suivi directement avec les patients et les résidents. Et dans votre expérience, est-ce que vous avez trouvé des stratégies pour dépasser tout cela, sur le plan administratif même? Moi, je peux dire quelque chose. Selon mon expérience, et je vois ces caucus de la sécurité là, qui ont eu lieu, où la sécurité était sur la ligne de front. Reconnaître que la prestation de soins se passe là entre l'interaction entre un patient, un résident et le membre du personnel. Et ramener ça à cela. Écouter, voir, percevoir, voir et agir par rapport à ce que l'on nous a dit. Et ce qui se passe durant ces caucus que nous avons organisés,
c'est cette question d'imputabilité, de responsabilisation du personnel qui parlait ouvertement de ce qu'ils vivaient, de ce qu'ils voyaient et qu'ils travaillaient ensemble pour co-créer des stratégies qui pouvaient en amener à ces soins davantage sécuritaires. Donc, cette idée de ne pas se fier seulement sur les gestionnaires et autres, mais de reconnaître que les prestataires de soins, pour la plupart, ont des réponses, des solutions et des stratégies pour la création de soins plus sécuritaires. Très certainement, il y a des moments où on a besoin que l'administration et les gestionnaires nous viennent en aide. Mais je dirais le plus qu'on peut remettre ça entre les mains de ceux qui sont les prestataires des soins et de vraiment puiser à même la sagesse, les connaissances et le désir qu'ils ont de créer des soins sécuritaires, je pense qu'on peut vraiment avancer nettement. Michael, aimeriez-vous ajouter quoi que ce soit? Non, je trouve que les commentaires d'Anne sont très bons. Je suis intriguée par une des questions dans le clavardage, mais peut-être qu'Andrea, c'est vous qui allez aborder cela. Non, non, vous nous menez exactement où on s'en allait. Alors, le commentaire de Meryl, la stigmatisation associée aux accoutumances et la santé mentale et ce que l'on doit faire avec ces inéquités dans le soin. Euh, Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et je ramène ça à la création d'un espace qui est sécuritaire pour tout le monde, donc très inclusif. Micah, est-ce que vous avez envie d'y répondre? Non, allez-y, Anne. Vous vous y connaissez mieux. Comme je l'ai déjà dit, rien de cela n'est facile. C'est en fait très difficile et il n'y a pas de panacée, malheureusement. Alors, je dirais que certaines des choses que nous pourrions faire pour traiter de la question de la stigmatisation dans le monde de la sécurité aux patients. Si vous pensez à ce cliché que Micah partageait avec la perspective élargie de ce que c'est que la sécurité et le préjudice, les préjudices, plus il est possible de travailler à l'extérieur de la boîte, de penser que la sécurité, c'est l'absence de préjudice physique, mais qu'on apprécie et qu'on internalise aussi le fait que la sécurité, c'est la sécurité psychologique, réduire les préjudices qui découlent de certains aspects, comme la déshumanisation, le racisme, etc., pour n'en nommer que quelques-uns. Alors, pour en revenir à certains de ces aspects très simples, avoir des conversations, créer cet espace sécuritaire où il est possible et les gens sont à l'aise de s'exprimer ouvertement sur ce qui ne leur donne pas un bon sentiment et co-créer des stratégies et des solutions. Comment, en tant que groupe, il est possible de créer des choses et avancer. Il n'y a pas une panacée, il n'y a pas une seule réponse taille unique qui va fonctionner dans tous les systèmes. Alors, je vous encourage à reparler à ces personnes qui sont les prestataires, de ces soins, qui reçoivent ces soins, tournez-vous vers eux pour savoir ce qui fonctionne, ce qui pourrait fonctionner mieux, qu'est-ce qui fonctionne aujourd'hui et qui pourrait fonctionner demain. Merci, Anne. Ce que j'entends finalement, c'est qu'on parle vraiment de changement culturel. On parle de changer les choses de bout en bout, comment on pense à la sécurité, pas que l'absence de préjudice, mais la sécurité en termes de la présence de la sécurité, mais aussi la sécurité psychologique, la sécurité physique, la fiabilité, toutes ces dimensions dont Micah a parlé et qu'elle a si bien illustré avec ses exemples. Et comment en arriver à cette perspective large de la sécurité pour pouvoir profiter de toutes les occasions et qui s'offrent à nous pour faire en sorte que les patients, les résidents se sentent en sécurité et vivent la sécurité. On a eu toutes sortes d'exemples. Ça prend du temps. Donc, ramener à cette occasion, l'occasion qui s'offre à nous avec la série Agir et du coaching et du soutien pour regarder un peu tout ce qui existe à travers les différents systèmes et de prendre quelque chose de vraiment tangible où il est possible de faire du concret, d'agir concrètement. Et il est possible d'exécuter, d'avoir les processus et les outils au sein de votre organisation pour en arriver à ce changement de culture. On va prendre encore une ou deux questions avant de fermer la séance. Si vous avez une dernière question, s'il vous plaît, affichez-la dans votre clavardage. Alors, des questions. Encore une fois, parler des difficultés de communication. Je le vois encore plus dans l'environnement de soins de longue durée. Les gens sont jugés incapables et on ne les intègre pas au processus. Le personnel ne prend pas le temps de communiquer des interventions, un diagnostic ou quoi que ce soit. Et je pense aussi en termes
des conversations sur la sécurité. Et lorsqu'il y a des défis en termes de communication, comment s'assurer qu'il y a toutefois une inclusivité? Il y a des occasions où il est possible d'en apprendre plus sur ce qui fait sentir tout le monde en sécurité, même lorsqu'il y a des défis de communication. Est-ce que vous avez vécu des expériences ou des programmes qui vous ont aidé ou êtes-vous au courant de quoi que ce soit qui soit adaptatif, des instruments ou des outils adaptatifs ou des approches où les gens peuvent s'exprimer? Une idée créative qui me vient à l'esprit, dans un de nos établissements sur les soins de longue durée, ont reconnu que la culture de leur unité n'était pas bon pour faire en sorte que les gens se sentent en sécurité. Ils ne pouvaient pas s'exprimer. Ils ont plus une marchette, et ils ont conçu une marchette et ils l'ont changée en espèce de cabine de sécurité. Et cette cabine s'est déplacée d'unité à unité et le personnel a eu l'occasion, de façon à ne pas identifier la personne qui avait immunité, de mettre dans l'enveloppe leur source de préoccupation sur leur sécurité et leur idée sur ce qui pouvait être fait pour améliorer la sécurité. Ça, c'était une façon ludique et créative euh, euh, dont a fait preuve la gestionnaire. Elle a conçu cet espace sécuritaire justement pour que les gens se sentent bien pour s'exprimer. Non seulement elle les a invités à s'exprimer au effort, mais elle a techniquement vraiment rendu les choses sécuritaires pour le faire. Et ils sont passés à travers toute la formation et l'ont discuté en tant que groupe à ce caucus. Donc, c'est non seulement demander de la rétroaction, mais aussi boucler la boucle, avoir un dialogue significatif et ensuite poser des gestes concrets suite à ce qu'on a entendu, évidemment. Tenir compte des observations. Super, excellent exemple. Je vois un commentaire ici. La reconnaissance de la richesse des commentaires et des expériences que vous avez partagées aujourd'hui de votre part à titre personnel, mais aussi euh, grâce à ce que vous avez entendu auprès de ceux avec qui vous avez travaillé. On vous souhaite ce qu'il y a de mieux dans vos séries Agir qui s'en viennent. Ça va, j'imagine, vous parler, n'est-ce pas, aux membres de l'auditoire et vous allez pouvoir profiter des occasions qui s'offrent à vous. Merci à vous tous de vous être joints à nous aujourd'hui. Ça a été tout un plaisir de vous accueillir sur notre webinaire. Et on a un petit sondage affiché. Prenez le temps, s'il vous plaît, de répondre à ceci. Cela nous aide à bâtir nos programmes, les rendre les plus pertinents possibles. Et sur cette note, encore une fois, je vous rappelle que ESC lance sa prochaine phase de programme pour soutenir les établissements de soins de longue durée au Canada. Ce programme appuiera le travail d'amélioration axé sur les personnes faisant partie de la main-d'œuvre et des soins centrés sur la personne et vise à contribuer à un secteur de soins de longue durée plus résilient. Le programme durera 1 an, de janvier à décembre 2023. Et les établissements de soins de longue durée au Canada sont invités à présenter une demande et recevront un soutien pour des travaux d'amélioration axés sur les personnes, sur le marché du travail et les soins centrés sur la personne, y compris un financement pouvant atteindre 10 000 par établissement et des soutiens à la mise en œuvre et au renforcement des capacités tels que l'encadrement et les webinaires mensuels. Si vous voulez d'autres informations, visitez healthcareexcellence.ca pour en savoir plus. Regardez un enregistrement de webinaire d'information et postulez pour vous inscrire d'ici le 4 novembre 2022. Alors que cette série tire à sa fin, nous vous invitons à vous inscrire en ligne pour vous joindre à nouveau à la prochaine itération de cette série de webinaires mensuels ouverts au public. Le premier webinaire de cette nouvelle série débutera le 24 janvier 2023 et présentera donc des mises à jour de l'Organisation de normes en santé sur la nouvelle norme nationale sur les services de soins de longue durée. Veuillez vous inscrire à la nouvelle série en utilisant le lien dans la boîte de discussion ou sur notre site Web. Encore une fois, merci beaucoup pour cette excellente et engageante discussion. Merci pour vos commentaires, vos questions. On espère que vous avez trouvé ça instructif et profitez du reste de la semaine. Merci beaucoup et passez une excellente journée.